Ces films d'animation sont tous faits par le même studio. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a un système, comme un système caché, qu'ils ont construit et maintiennent depuis plus de 30 ans avec une discipline de fer. Le système Pixar, c'est 4 points qui se tiennent les uns et les autres. S'il y a un point qui saute, tout s'écroule. Premier point. Imagine, ta famille ou tes potes viennent d'avoir un bébé. T'arrives à la maternité, tu te penches sur le berceau, et là, tu vois un bébé moche, mais genre, chum, et tout fripé, il est rouge, il ressemble à rien. Est-ce que tu te tournes vers ses parents en leur disant « Bon écoutez les amis, ça va pas le faire, le bébé c'est chaud, faut le retourner au fabricant et vous démerdez pour en refaire un autre ». Et évidemment que non, tu vas pas dire ça, personne fait ça, si tu fais ça t'es bizarre, c'est complètement absurde. Pourquoi ? Parce qu'on sait tous que les bébés sont moches au début, et c'est la condition même du bébé. Et après on le protège, on le nourrit, on le laisse grandir. Et 12 mois plus tard, c'est devenu un petit humain super mignon. Et Ed Catmull, le créateur de Pixar, dit que c'est exactement la même chose pour les bonnes idées. Et c'est même le premier pilier du système Pixar, le bébé moche. Et le meilleur exemple d'un bébé moche chez Pixar, c'est le film Là-haut. C'est le film avec le vieux, les ballons dans les airs, les petits scouts. Enfin bref, c'est un des films d'animation les plus émouvants jamais sortis. Sauf qu'à sa naissance, le film Là-haut, c'était pas ça du tout. Au début, c'était l'histoire de 2 princes royaux qui se détestaient, exilés sur une île volante, qui rencontrent un oiseau géant. Voilà, c'était ça le bébé moche tout fripé. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on sort le bébé moche pour le montrer aux autres ? Et là, faut imaginer la scène avec le réalisateur de Là-haut, qui s'appelle Pic Doté. Le mec a bossé plus d'1 an sur ce projet, et un jour, il pitch son idée devant ses pairs à Pixar. Et pendant qu'il parle, il voit leur visage. Personne accroche à l'idée, personne comprend, et le truc meurt littéralement sous leurs yeux pendant qu'il continue à présenter ce qu'il a fait. Et en vrai, faut le sentir ce moment-là, t'as donné 1 an et demi de ta vie, t'es tout content, et en face, ça prend pas. Et donc là, il y a 2 scénarios. Le scénario A, et c'est celui que les autres studios choisissent, on regarde le bébé, on dit aux parents, ok c'est moche, on jette et on recommence, merci le réalisateur, t'es bien gentil, mais on passe à autre chose. Le scénario B, c'est celui que Pixar a choisi. On regarde le bébé, on voit qu'il est moche, mais on voit qu'il y a un élément qui marche. Un seul truc qu'on peut protéger, et c'est ce truc dans Là-haut qui donnera l'oiseau géant. On garde l'oiseau, on laisse le réal repartir avec ça, et il recrée quelque chose à partir. Et donc c'est le scénario B qu'ils ont choisi. Peter est parti, et quelques mois plus tard, il revient avec l'histoire qu'on connaît tous. Le bébé a grandi, et il est devenu magnifique. Ed Catmull dit que c'est pareil pour tous les autres films. Toy Story, Ratatouille, Monstres et compagnie. À chaque fois, la première version était catastrophique. Tous des bébés moches, tous devenus des classiques parce qu'ils ont laissé la chance au bébé de devenir incroyable. Et c'est intéressant parce que si t'es dans ton processus créatif, que tu juges tes idées à leurs premiers états, comme tu jugerais un bébé à sa naissance, en fait tu vas tuer toutes tes bonnes idées sans exception, tu vas pas leur donner le temps de devenir intéressantes. Et donc c'est ça le premier point du système, protéger le bébé moche. Ok, on passe au deuxième point. Donc là, t'acceptes que ton idée peut être moche au départ, c'est bien. Mais maintenant, il faut quelqu'un pour t'aider à ce que cette idée évolue dans le bon sens. Et c'est là que beaucoup de gens se plantent. C'est pour ça que ces fous de Pixar ont littéralement inventé un dispositif, un truc qu'eux-mêmes appellent le Brain Trust. Le concept est né du sauvetage de Toy Story 2. Et ce sauvetage, c'est probablement l'un des exploits les plus dingues de l'histoire de l'animation. Refaire un film Pixar, normalement, ça prend des années. Eux ont refait le film seulement en 9 mois, et avec une équipe réduite. Animation, by definition, is making a motion picture frame by frame by frame by frame. And that doesn't change. We labor over every single frame. And so I worked on Toy Story for over 4 years. Ils ont créé entre eux une dynamique de travail tellement intense, tellement honnête, tellement engagée, qu'ils ont réussi à faire l'impossible. Et c'est cette dynamique-là que Ed Catmull, le créateur de Pixar, a vue. This incredibly intense effort to get this movie out. Well, the film was finished on time. And it was a huge success. And many people think that it was better than the first one. Et il s'est dit qu'il fallait le conceptualiser en 4 règles. Première règle, les 5 personnes autour de la table n'ont aucun pouvoir de décision. C'est le réalisateur qui choisit à la fin ce qui fait de leur note. La règle numéro 2, c'est que les critiques attaquent toujours le film et jamais le réalisateur. Et du coup, ça lui permet au réalisateur d'encaisser des retours compliqués, durs, brutaux, sans avoir à se défendre personnellement. La règle numéro 3, c'est que les personnes qui critiquent sont exclusivement des cinéastes eux-mêmes qui ont déjà tourné un film. C'est pas des marketeurs, c'est pas des gestionnaires, c'est pas des exécutifs, non. C'est des personnes qui le comprennent parce qu'ils sont dans la même position. Ils savent par empathie ce que ça fait de le ressentir. Et la règle numéro 4, c'est que tous partagent une seule et même intention, c'est de rendre le film meilleur.
Personne n'est là pour briller, personne n'est là pour régler des comptes, et personne n'est là pour nourrir son ego. Contrairement, je sais pas, à un comité de direction où les gens disent quoi faire sans être à ta place, le Brain Trust permet vraiment de tirer le meilleur de la dynamique du groupe. Ed Catmull, le créateur lui-même, dit qu'il a mis le doigt sur quelque chose en conceptualisant le Brain Trust parce que tout le monde essaie de copier ton nom, tout le monde essaie de copier tes rituels. Personne ne peut copier ce que tu arrives à créer entre les gens. Oh, that looks way cool. Yeah, baby! That's some good barbecue. Caballero and their head. Yeah, that looks great. I was making that with my mirror, Brad. Good to see ya. Troisième point, celui-ci est assez drôle, c'est la table tyran. Bon, accroche-toi, parce que ce que je vais te raconter, c'est probablement le passage le plus intéressant du bouquin. Bon, pour te poser le contexte, il faut savoir que Pixar travaille dans un bâtiment tout entier qui a été designé par Steve Jobs lui-même. Et ça pendant 2 ans, brique par brique, pièce par pièce. Et le gars avait une seule obsession, c'était de rendre la collaboration meilleure entre les créatifs. Et donc Steve Jobs a mis les toilettes au centre du bâtiment pour que toutes les équipes se croisent dans la journée, de même pour la cafétéria. Tout était fait pour casser les murs invisibles, les silos entre les personnes. Toutes les salles ont été réfléchies pour penser la créativité, penser la collaboration. Et on parle bien du gars qui a fait les designs de prototypes d'iPhone avant de valider le bon. Et il faut savoir qu'à chaque fois que Pixar a une grande réunion, le genre de réunion où tu sauves un film de la catastrophe, ils vont dans cette salle, la West One. Toy Story a été ressuscité là-dedans, Nemo y a été démonté et remonté, Ratatouille, Wall-E, là-haut, tous ces films ont été disséqués avec le Brain Trust dans cette pièce. Et il faut savoir qu'au cœur de cette salle, il y a une table, une longue table rectangulaire. Sauf que cette table a été un très gros problème à Pixar pendant des années, et personne ne l'a vu. Un jour, le créateur de Pixar a fait une réunion importante dans une autre salle avec une table carrée. Et au fur et à mesure que la réunion se passe, Ed Catmull se rend compte que les idées circulent mieux. Personne ne se tait, personne ne se sent loin du centre. Et c'est là qu'il a l'illumination, parce que cette table rectangulaire dans la salle West One, elle faisait 2 choses sans que personne ne la voie. La première chose, c'est qu'elle créait 2 extrémités. Il y avait les leaders au centre et il y avait les personnes un petit peu moins importantes aux extrémités. Et en fait, plus tu étais loin du centre, plus les équipes créatives se taisaient et participaient moins. Et la deuxième chose, c'est que tellement de personnes étaient loin du centre qu'ils avaient fini par mettre des petits panneaux avec le nom de chacun sur chaque place. Comme ça, les personnes importantes pouvaient s'assurer d'avoir les places au milieu. Et je trouve ça fou de se dire que ce bâtiment a été conçu par un gars qui est un maniaque du design, il a pensé tous les détails. Ils ont oublié le truc important, c'est que cette table était l'objet qui conditionnait leur créativité dans les moments importants. Et c'est un truc qui a hanté Ed Catmull après coup, parce que il a eu cette pensée très simple de se dire, pendant toutes ces années où on a fait des réunions, combien de chefs-d'œuvre potentiels sont restés bloqués dans la tête d'un mec qui était aux extrémités parce qu'il n'avait pas la bonne place. Et je trouve ça intéressant parce que nous-mêmes, on peut se poser et se dire, mais en fait, combien de fois ça m'est arrivé à moi, combien de fois moi j'ai eu ma table tyran, combien de fois j'ai eu un objet dans mon environnement qui m'a dicté, qui a dicté ma créativité, qui a dicté mes choix, sans même que j'en ai conscience. Ton environnement matériel et tes habitudes conditionnent beaucoup plus ta créativité que ta vision ou tes valeurs. Petite parenthèse, si tu te retrouves aussi dans ce que je raconte, que t'es peut-être trop perfectionniste et tu tues le bébé moche, que t'as des blocages parce que ton environnement matériel, tes habitudes, tout ça, t'as du mal à les structurer, c'est exactement le boulot que je fais. Je suis consultant et formateur en branding. Concrètement, j'accompagne des marques, des studios, des créateurs solo à voir ce qu'ils sabotent eux-mêmes sans qu'ils le sachent et à installer chez eux des systèmes comme le ferait Pixar, adaptés bien sûr à leur échelle, à leur métier, à leur réalité. Si t'as une boîte aujourd'hui, SARL, SASU, sache que mes accompagnements, mes formations peuvent être financés parce que je suis agrégé par l'État. Donc ça veut dire 0 € à sortir de ta poche. Stylé en vrai. Bon voilà, si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à cliquer en description et on pourra travailler ensemble. On arrive sur le 4e point. L'érosion du succès. Ce point-là, c'est peut-être le plus contre-intuitif, c'est quand tout marche bien qu'il faut s'inquiéter. Ça paraît débile, et pourtant c'est exactement ce que le créateur de Pixar a vécu chez lui en 2013. Pixar a déjà 27 ans. Le studio cartonne, ils ont plusieurs films et notamment plusieurs succès massifs. Sauf que les gens deviennent trop confortables, les idées audacieuses se font plus rares, les bébés moches sont de moins en moins défendus et les voix dissonantes se taisent. T'arrives dans ce contexte-là, t'es un jeune créatif de 23 ans. T'es super motivé, t'as des idées aussi bizarres qu'impressionnantes, mais il y a tellement de monde et la hiérarchie est tellement grosse que tu n'oses pas les proposer. Et c'est ça le paradoxe d'un projet qui marche, c'est que le succès te construit une sorte de cage en or. Tu la trouves tellement belle, tellement bien, que tu n'oses plus la quitter. Et c'est là que Ed Catmull se rend compte de la chose vertigineuse. Il se dit, le jeune de 23 ans qui n'ose pas proposer son idée, se multiplie par le nombre de personnes qu'il y a au sein de Pixar. Et cette idée de peur, Ed Catmull la développe tout au long de son bouquin. Il dit en substance que la peur de l'échec, c'est la force invisible qui étouffe la créativité dans les organisations. There are more people who are actually
afraid of saying what they think. Afraid maybe is too strong of a word, but they hold back, they're respectful. And so what you get are these invisible barriers, and you have to be really aware that they're there. La peur de paraître stupide, la peur de défendre quelque chose qui ne marche pas, et la peur de décevoir. Et cette peur, elle crée quelque chose de précis. Des gens qui font ce qui est sûr, qui copient ce qui marche, ils s'auto-censurent avant même de proposer. Parce qu'au début d'un projet, la culture créative, elle tient pas par des règles. Elle tient parce que tout le monde se connaît, t'as 5 personnes dans ton bureau, vous êtes 5 pélos, vous voyez tous les jours, et chacun partage ses idées, chacun partage ses prises de risques, et c'est vivant, ça se diffuse. Do you know Sarah McCarthy? Oh, Brad! How are you? Yeah! Cold hard cash! Et puis, plus ça marche, plus l'entreprise grandit, et ces 5 personnes deviennent 50, puis des centaines, et la transmission par contact, elle, ne fonctionne plus. Ce qui est normal. Mais du coup, les nouveaux apprennent les grands principes de l'entreprise sans même avoir vu la pratique réelle. Et donc la culture officielle s'écarte de la culture réelle. Quand tout va bien, c'est le moment où il faut s'inquiéter, parce que l'érosion travaille sans laisser de traces. Alors du coup, le créateur de Pixar a fait un truc que personne n'a jamais fait. Le 11 mars 2013, il ferme Pixar toute la journée, tous les studios, et ils ont juste qu'une consigne, tout le monde par petits groupes, ils réfléchissent sur une question. Comment on fait pour réduire le budget de production de 10% de nos films sans dégrader la qualité? Et là, il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, ce qui est intéressant, c'est pas le sujet de la question, c'est la dynamique qui se crée entre tout le monde. Parce que Ed Catmull, il faut savoir qu'il balance pas la question d'en haut comme un patron qui ferait une décision comme ça, non. La question, elle a été réfléchie, elle a été travaillée par tout le monde en amont, des mois avant, et tous les stagiaires comme les hauts placés avaient le même poids de décision. Et quand ils réfléchissent à la question, ils sont tous au même niveau, tous avec un stylo et une feuille. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les 2 semaines qui suivent, il y a 4 idées qui sont appliquées directement, 5 autres qui sont lancées, et 12 qui sont mises dans les tuyaux pour plus tard. Et tout ça seulement en 14 jours, grâce à ce système qui permet de détruire la hiérarchie le temps d'un instant, et de remettre tout le monde au même niveau. Et donc c'est ça la leçon, c'est que la culture d'un projet, elle se construit en permanence, régulièrement, par des chocs intentionnels, sinon elle s'effondre. Et donc voilà le système caché qui permet à Pixar de créer des œuvres sur le long terme. C'est 4 points qui se finissent autour d'une même idée. La créativité, c'est jamais toi tout seul, c'est toujours toi plus ce que tu organises autour. C'est pas qu'un studio qui ont des bonnes idées, c'est un studio qui arrive à orchestrer le collectif. En description, tu retrouveras un PDF de la vidéo qui synthétise toutes les idées et un prompt qui te permet toi aussi d'intégrer ce système dans ton travail. Moi, j'ai adoré le livre Creativity Inc. Franchement, c'est un banger. T'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à aimer, à partager. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite.